Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 17e vidéo de l'Avent du métronome. Ça avance à une allure assez folle, mais on va ouvrir la petite case du jour avant que j'oublie, parce que sinon on n'est pas rendu. Ah! C'est quand même beaucoup plus sympa que celle d'hier. C'est fleuri et discret, mais encore une fois, je suis incapable de dire ce que c'est. Cachemire doux. Ouais, bon, en même temps, quand on invente... Bon, ça reste quand même assez sympa. Et je vais la faire brûler tout de suite. Ça y est, c'est bon, je suis prête. Bon, aujourd'hui, on est là pour discuter d'un sujet qui fâche. Les pires lectures de cette année 2024. Les abandons et ceux que j'estime que j'aurais dû abandonner tellement je les ai trouvés mauvais. Ou du moins qui m'ont vraiment pas plu. Et je vais y aller tout simplement par ordre chronologique parce que je vais m'aider de mon sommaire, de mon carnet de lecture de 2024 donc. Et d'ailleurs je m'aperçois que la première de ces très mauvaises lectures que j'ai fait en 2024, elle est arrivée assez tard puisque c'était sur le mois d'avril et... C'était un Stephen King. J'avais décidé de me lancer dans la lecture de l'Outsider. Tout simplement parce que je sentais venir gros comme une maison que Holly, le dernier titre de Stephen King qui était sorti à ce moment-là, allait être dans la sélection du prix Babelio, voire allait gagner le prix dans sa catégorie, parce que Stephen King égale vote de popularité pour moi. Je sentais gros comme une maison que ça allait arriver. Et Holly s'inscrit dans... pas forcément une série, mais il y a plusieurs titres de cet auteur qui suivent un même personnage. Et donc pour bien comprendre Holly, il aurait fallu que je lise quelques autres titres de Stephen King. Et le premier c'était l'Outsider. Donc je me suis lancée et je me suis dit que normalement, en lisant l'Outsider puis en prenant Holly derrière, même s'il y avait d'autres titres entre les deux, je pouvais quand même comprendre le truc. Alors non seulement je l'ai lu, mais en plus je me rends compte que je l'ai lu en 5 jours puisque je l'ai démarré le 13 avril et je l'ai terminé le 18. Ce qui m'étonne de moi parce que Stephen King, j'ai tendance à le faire traîner. Pas parce que j'apprécie, mais au contraire parce que j'ai du mal à me relancer dans ma lecture tellement je trouve ça long. Mais je crois me souvenir que c'est pas forcément ce qui s'est passé avec l'Outsider. Le postulat de base ici, c'est qu'il y a un crime atroce qui a été commis sur un enfant et on trouve tout de suite le coupable puisqu'on le voit sur des caméras de surveillance, on retrouve son ADN, bref, tout est contre lui, mais il continue de clamer son innocence. Et donc on va chercher à savoir si c'est un sosie, si c'est cet homme qui ment. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avoue que j'étais hyper intriguée, hyper intéressée par l'histoire. Sauf qu'à un moment, je me suis souvenu que Stephen King, c'est certes le roi de l'horreur, mais avec très souvent des plot twists avec du fantastique. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout compris à l'histoire et j'avais plus aucune surprise, mais du coup j'avais plus aucun intérêt à lire non plus puisque c'était téléphoné ce qui allait arriver. Il a fallu juste que j'ai ce déclic qui m'a pris quand même du temps pour être complètement désintéressée de ma lecture. Donc au final, cette lecture a été carrément une déception. Et je suis quand même assez étonnée de moi de pas avoir compris avant ce qui allait se passer, parce que c'était quand même couru d'avance. Mais ça reste une déception assez soft comparée à ce qui vient après, puisque quelques jours plus tard arrive ma deuxième déception, et là c'est carrément un abandon de ma part. J'ai commencé à lire Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong, et si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo qui est sortie il y a quelques jours, ce titre était dans ma pile à lire ultime de 2024. Je considérais que c'était un des titres que je voulais absolument lire avant la fin de l'année. Alors en soi ça a été chose faite puisque je l'ai commencé et j'ai décidé de l'abandonner, de le laisser de côté et de ne plus jamais le reprendre. Et je suis en accord parfait avec cette décision. Dans ce titre qui est plus ou moins autobiographique, l'auteur écrit une lettre à sa mère, sauf qu'elle ne comprend pas la langue dans laquelle il l'écrit puisqu'il l'écrit en anglais. Ils ont émigré aux États-Unis quand l'auteur était tout petit, mais la mère ne parle pas anglais. Et j'avais toujours entendu dire que ce titre c'était hyper poétique, très beau, que ça allait très certainement me faire pleurer d'émotion tellement c'était beau. Je n'ai rien compris. J'ai été saoulée au bout de 2 chapitres et j'ai décidé de l'abandonner. Je sais même plus si je suis allée jusqu'à la fin du 2e chapitre ou pas, tellement c'était... nimp. Je voyais tout simplement pas où on allait, j'accrochais absolument pas au style d'écriture, ni aux personnages, ni aux émotions qu'on essayait de me faire avoir. Encéphalogramme plat. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, sur le 2e chapitre, il y avait 2 histoires en même temps. À chaque fois, on avait un chapitre avec une histoire, le chapitre suivant avec la seconde histoire, le 3e, on reprenait la première histoire, etc., etc. Et ni l'une ni l'autre n'avait capté mon attention. Je ne voyais pas du tout l'intérêt, je voyais pas du tout où on allait et je m'en foutais complètement. Donc,
Je l'ai mis de côté et je ne le reprendrai plus jamais. Et quand je vous dis que j'ai enchaîné, je ne plaisante pas, puisque celui-ci, je l'avais commencé le 23 avril, vraiment quelques jours après avoir terminé l'Outsider. Le 23 avril, je démarre Un bref instant de splendeur. Le 24 avril, je démarre Hamnet. Hamnet, deuxième abandon de mes lectures de 2024 et deuxième titre que j'avais glissé dans ma pile à lire ultime de 2024. Ça a été la catastrophe. Hamnet de Maggie O'Farrell, c'est un roman historique qui reprend l'histoire de Shakespeare, mais à travers le destin de sa femme, Agnès. Et là aussi, on m'avait vendu une plume très poétique, avec une histoire magnifique, dramatique, mais très émouvante. Et bon, bah là pareil, encéphalogramme plat. Quoique pour celui-ci, je me suis accrochée et je l'ai abandonné à peu près à la moitié si mes souvenirs sont bons. Et ça a quand même été une semaine, 7 longs jours de lecture forcée pour essayer de rentrer dans l'histoire et pour essayer d'accrocher au personnage ou au style d'écriture. Mais vraiment, j'avais aucune émotion. C'était hyper long et là encore je m'en fichais complètement. Donc pareil, au bout d'une semaine je me suis mis en accord avec moi-même et j'ai abandonné cette lecture et ça a été l'un des meilleurs choix que j'ai fait au niveau lecture pour l'année 2024. Et décidément ces quelques jours entre la mi-avril et la mi-mai, ça a été une hécatombe puisque je me rends compte ici que j'ai démarré Fourth Wing le 4 mai. Et si vous avez vu les dernières vidéos, vous savez très bien que Fourth Wing et moi, ça a été très compliqué et que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, celui-ci aussi, je l'ai démarré, j'ai commencé à le lire puisque je sentais qu'il allait être dans une des sélections pour le prix Babelio. Et j'avais pris les devants, j'avais commencé à l'écouter puisque j'étais partie sur une lecture audio en me disant que ce serait quand même beaucoup plus digeste pour moi qu'une lecture papier parce que je peux toujours l'écouter en faisant des tâches ménagères, en conduisant, en marchant dans la rue et donc avancer dans l'histoire sans forcément me rendre compte que je suis en train de lire. Mais je le savais que ça allait être une lecture qui allait être très compliquée pour moi parce que c'est de la romantasy et c'est déjà un genre qui ne m'attire pas du tout. La fantasy, j'adore ça. Les romances, j'ai du mal, mais je commence à voir quel type de romance me plaît. Et je savais très bien que ça n'allait pas me plaire. Mais j'ai quand même forcé ma lecture, puisque je voulais quand même avoir assez de bagages finalement pour pouvoir vous en parler dans le cadre de ce challenge Babelio. La vidéo est sortie il y a 2 jours. Et grâce à cette lecture audio, j'ai quand même tenu un tiers du livre. J'ai perdu 7 heures de ma vie, 7 heures que je ne retrouverai jamais. Mais croyez-moi, sans même regarder mon sommaire, je sais qu'il y a un autre titre qui m'a fait perdre encore plus de temps de vie et qui m'a encore plus énervée. Bref, Fourth Wing, au bout de 7 heures, j'ai arrêté les dégâts, je l'ai abandonné, je sais très bien que je n'y retournerai pas. Et c'est ok, je le savais très bien que ça allait pas me plaire de toute façon. Après ça, je me suis quand même relancée dans des lectures qui m'ont plus plu. Je vois qu'il y en a qui m'ont pas forcément marqué ou qui n'ont pas forcément été des bonnes lectures, mais pas de là à dire que c'était les pires lectures de l'année. Donc la prochaine, eh bien on est rendu assez loin puisque celle-ci c'était une lecture audio aussi et je l'ai démarrée courant août. Alors je sais plus quelle date exactement, mais c'est un livre audio que j'ai traîné sur plusieurs semaines. Déjà parce que j'étais pas forcément emballée par l'histoire et en plus c'était un moment où j'avais pas vraiment le temps de me poser et d'écouter en comprenant ce que je lisais, puisque oui, je peux me lancer une lecture audio en faisant plein de choses, mais si je suis vraiment pas intéressée par l'histoire, ça n'a pas d'intérêt non plus. Et là aussi, c'était un titre que j'ai découvert dans le cadre de mon challenge Babelio, donc je vous en ai parlé il y a quelques jours, c'est Les Armes de la Lumière de Ken Follett, et c'était un sacré pavé. Ce qui m'étonne le plus, c'est que je l'ai fait lire à ma maman quelques jours, quelques semaines auparavant et elle avait beaucoup aimé. Mais pour moi, ça l'a pas fait du tout. Ici, on est dans un roman historique qui suit plusieurs personnes d'une même communauté, d'un même village ou un rassemblement de villages pendant la révolution industrielle en Angleterre. Donc on a beaucoup de personnages avec différentes classes sociales, différentes religions, différentes mœurs et cultures. Et en soi, ça aurait pu être intéressant, mais déjà, j'avoue que le cadre de la révolution industrielle, ça m'a pas forcément intéressée. Et pourtant, ça aurait pu, puisque ça aborde le sujet de l'élévation
social à travers la culture et l'éducation, donc c'est quelque chose qui me parle, mais là j'avoue que j'étais pas du tout intéressée et surtout j'ai eu un mal fou avec la caractérisation des personnages et notamment des personnages féminins. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui est sortie il y a 2 jours, mais vraiment des personnages qui ne sont là que pour montrer du désir sexuel ou subir les conséquences de ce désir. Alors certes oui, il y avait aussi d'autres choses, mais moi j'ai ressenti que ça en fait, je me souviens que de ça, c'était beaucoup trop présent. D'ailleurs notre personnage féminin principal, la première fois qu'on la rencontre, c'est au premier chapitre, c'est vraiment l'un des premiers personnages qu'on rencontre, et la première chose qu'elle pense, c'est qu'elle va voir son mari et que ça l'émoustille. Genre ça l'émoustille, il se passe des choses dans son corps, alors qu'elle va juste lui amener son pique-nique au travail. Bref, une lecture pas du tout faite pour moi, que j'ai quand même écoutée jusqu'à la fin, puisque je voulais vraiment avoir un bagage, et puis je m'étais dit que, en avançant, j'allais être peut-être plus intéressée. Mais pas du tout. Une lecture que je regrette donc de ne pas avoir abandonnée. Et ce qui est quand même fou, c'est que ce titre a été le lauréat de sa catégorie, c'était littérature étrangère. Une autre lecture que j'ai abandonnée, et cette fois-ci c'était sur le mois de septembre. Je vois que je l'ai démarré le 16 septembre, et figurez-vous que là encore c'était une lecture dans le cadre de mon challenge Babelio. Décidément ce challenge ça a été beaucoup de ou tout ou rien. Mais celui-ci je pensais vraiment l'apprécier, et j'ai été très étonnée de moi-même, de l'abandonner. Mais là encore, j'ai aucun regret. Je vous parle du Côté sauvage de Tiffany McDaniels. C'était la première fois que je lisais du Tiffany McDaniels, mais j'avais entendu beaucoup de bien de son style d'écriture et de son approche des intrigues qu'elle nous raconte et des thèmes qu'elle aborde. Et en plus, je n'ai vu que des critiques positives au sujet de ce roman. Donc vraiment, j'étais très étonnée de ne pas l'apprécier. Mais j'avoue que ça a été du rapide, je crois que j'ai lu peut-être 100, 120, 150 pages à tout casser, je suis vraiment pas allée très loin. Et là encore une fois, j'étais en accord avec moi-même et j'ai préféré l'abandonner et je n'ai aucun regret. J'ai pas accroché au style d'écriture, j'ai pas accroché à nos personnages, ni même à l'intrigue. Et comme je vous ai dit il y a quelques jours, j'avais juste l'impression de lire un Camoulox, mais longueur roman. Je comprenais pas la moitié des dialogues qu'il y avait entre les personnages, ni même les introspections qu'on avait de notre personnage principal qui est une des jumelles qu'on suit tout au long du roman. Roman qui aborde quand même une thématique particulière puisqu'on suit ces 2 jumelles qui vivent dans la pauvreté et la drogue dans l'Amérique profonde. Et on aborde quand même le sujet des féminicides et de la place de la femme dans la société. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle. Mais alors là, je l'avoue, j'ai peut-être compris un tiers de tout ce qui s'est passé sur les pages que j'ai lues. Donc là aussi, au bout de quelques jours, comme je voyais que j'étais pas du tout investie dans ma lecture et que je voulais juste pas le lire, je voulais pas prendre le livre, j'avais même plus envie de lire, je sentais la panne de lecture arriver et je me suis dit que non, fallait arrêter les dégâts. L'avant-dernière grosse déception, pire lecture de l'année 2024, j'ai encore le livre avec moi, mais je pense que je vais le garder parce que on sait jamais. De toute façon, il prend pas beaucoup de place, c'est un livre en poche. C'est La Maison hantée de Shirley Jackson. Un classique de la littérature de l'horreur que je pensais vraiment adorer. Alors c'est pas forcément le pire du pire de mes lectures, mais quand même j'ai envie de l'aborder un petit peu. Dans ce roman, on va suivre ici un petit peu tout ce qui se passe autour de la maison de Hill House, qui est une monstruosité architecturale, labyrinthique et ténébreuse, qui n'est plus habitée par ses propriétaires. Oui, apparemment c'est une maison hantée, donc on n'a pas trop envie d'y aller. Mais le docteur Montag décide de réunir quelques personnes qui sont quand même assez sensibles au surnaturel et il veut voir comment elles vont réagir. Donc tout ce petit groupe va se retrouver à Hill House pour y passer 1 mois et les choses vont dégénérer. Je pensais partir dans une histoire de maison hantée où j'allais être terrifiée du début à la fin et finalement j'étais dans une histoire où la moitié du temps j'avais peur, pas de là au point d'être absolument terrifiée, mais j'avoue que ça m'a fait peur. Et l'autre moitié du temps, c'était des dialogues entre les personnages. Et pour moi, c'était des dialogues qui n'avaient, alors pas forcément ni queue ni tête, mais qui étaient quand même assez hors contexte, hors émotion par rapport à ce qui se passait dans la maison. Puisqu'il se passait quand même des choses assez terrifiantes et eux, ils étaient morts de rire. Donc déjà ça, j'ai pas beaucoup apprécié, mais ce qui me fait placer ce titre dans mes pires lectures de l'année 2024, c'est la fin. Puisque la fin, pour moi, a complètement gâché tout ce que j'ai vécu sur le reste du roman. Parce que j'aurais pu quand même mettre à part tout ce côté avec les dialogues et les personnages qui me plaisaient pas et rester dans la dimension de l'ambiance de Hill House qui me plaisait beaucoup, qui me faisait très peur. Mais la fin m'a tout gâché. C'est simple, c'est retombé comme un soufflet. Et c'est le genre de fin qui vous fait reconsidérer tout ce que vous avez lu. Mais là, moi, dans mon cas, ce que j'ai reconsidéré, c'est que c'était du caca. C'est clairement le genre de titre qu'on aime ou on n'aime pas, et moi, je n'ai pas aimé. Et enfin, la dernière lecture dont je vais vous parler aujourd'hui, je pense que si vous avez l'habitude de suivre les vidéos, vous savez très bien de
quel auteur et quel titre je vais parler, puisque j'y ai consacré un vlog entier et ça a été l'une des... alors pas forcément l'une des pires expériences de lecture, mais je me suis forcée, vraiment je me suis forcée pour aller jusqu'à la fin et j'ai eu mal et j'étais en colère. Je veux parler de Cimetière de Stephen King et oui, c'était en tout mon 3e titre de l'auteur et c'était surtout le 2e titre que je lisais cette année. Et ça a été une catastrophe. Ceci dit, je vois que je l'ai démarré le 8 novembre et je l'ai terminé le 19. Donc il m'a quand même duré 11 jours, mais j'ai l'impression que je l'ai traîné pendant 1 mois et demi. J'avais décidé de le lire, c'était dans le cadre de mon vlog Crash Test où je décide de lire un titre d'un auteur ou d'une autrice que j'aimerais aimer, mais pour qui ça ne colle pas. Et donc comme je vous le disais, j'avais lu L'Outsider un peu plus tôt cette année, et surtout l'année dernière, j'avais lu Contes de fées, qui était dans la sélection du prix Babelio de 2023 et qui avait gagné le prix dans la catégorie imaginaire. Et spoiler alert, je n'avais pas du tout aimé Contes de fées. Donc à ce moment-là, j'avais lu 2 titres de l'auteur et ça avait été 2 gros flops pour moi. Je partais sur un 3e titre et j'avais décidé de lire Cimetière tout simplement parce que de ce que j'en avais vu, c'était l'un des titres les plus appréciés de l'auteur. Donc je me suis dit que c'était celui avec lequel j'allais prendre le moins de risques. Pour Cimetière, le postulat de base que j'avais toujours entendu, c'était qu'on allait suivre une famille qui venait d'emménager dans une nouvelle ville et qui se rend compte assez rapidement qu'à côté de la maison, enfin, du coup vraiment pas très loin, il y avait un cimetière d'animaux et quand on y enterre son animal qui vient de décéder, il revient à la vie. Sauf qu'il revient à la vie un peu en mode zombie quoi. Sauf que les 630 pages de Cimetière en version poche, dans la version dans laquelle j'ai lu, c'était peut-être, allez, 50, 80 pages d'animaux qui reviennent à la vie et qui font peur. Et tout le reste, c'est l'histoire de la famille Creed, donc cette fameuse famille qui vient d'emménager. Et donc tout le livre, c'est ça. On suit la famille qui vient d'emménager, on suit la famille qui prend ses marques, on suit aussi et surtout Louis qui est le père de famille, qui nous bassine avec le fait qu'il est médecin. Donc on a compris, au bout de 20 fois, on a compris que tu es médecin, il n'y a pas de problème. Et pour que ce soit on ne peut plus clair, je vais purement et simplement vous lire la critique que j'en ai fait sur Babelio. Je critique pas forcément tous les titres que je lis, mais celui-ci, comme j'avais des choses à dire et que j'étais inspirée, je me suis lancée. On ne m'y prendra plus. C'est la 3e fois que je tente de lire du Stephen King et j'avais misé sur Cimetière parce que c'est son titre le plus apprécié parmi sa communauté de fans. Et je pensais qu'une histoire où des animaux reviennent à la vie grâce ou à cause d'un cimetière et d'une sorte de magie ancestrale serait prometteuse. Donc là c'est tout ce que je viens de vous dire. Sauf que c'est pas ça l'histoire les amis. L'histoire c'est la famille Creed, les relations entre les membres de cette famille et celles qu'il crée en emménageant à Ludlow. L'histoire c'est Louis qui nous répète toutes les 3 pages qu'il est médecin. Je viens encore de vous le dire. C'est sa femme qui n'a aucune consistance puisqu'elle ne sert qu'à garder les enfants, avoir une libido d'ado et taper des crises d'hystérie dès qu'on parle de mort. Oui. C'est leur fille aînée qui n'a que 5 ans mais qui s'exprime comme une adulte et leur bébé qui n'est qu'un bébé mais qui a le mérite d'avoir une place importante dans l'intrigue. Oui, je suis encore d'accord avec moi-même. Les animaux morts qui reviennent à la vie? Oui. Première expérience vers la page 250. Oui, c'est effectivement ce qui se passe. Donc sur 630 pages, on commence à parler d'animaux morts qui reviennent à la vie à la page 250, soit au tiers du livre. Et d'ailleurs, petite précision, que j'ai considéré comme un spoiler dans ma critique, mais en réalité, c'est pas vraiment un spoiler puisque on le sait quand même assez rapidement. Dans le sens où c'est quelque chose qui ressort très régulièrement quand on parle de ce livre. Le chat de la famille va mourir, Louis va aller l'enterrer et du coup le chat va revenir à la vie. Moi je pensais que c'était la base de l'histoire mais vu comme ça arrive, en fait pas du tout. Donc le chat meurt à la page 180. 180 sur 630. Et on l'enterre à la page 210. On part de la page 180 à la page 210. Il s'est juste passé que ici le chat est mort et ici on enterre le chat. Et en plus là à la page 180 c'est pas le chat est mort, c'est on découvre que le chat est mort. Donc juste on le prend et on l'amène au cimetière où on va aller l'enterrer. Donc entre la page 180 et la page 210, il ne se passe rien, juste on marche pour aller au cimetière. Il ne se passe rien. 30 pages, il ne se passe rien. Je retourne à ma critique. Donc le chat meurt à la page 180 et on l'enterre à la page 210, puis on en parle quelques fois, mais c'est limite un détail. C'est juste un prétexte pour l'intrigue, mais très peu exploité. C'est long. C'est long. Et si vous n'aviez pas compris, c'est long. Mon Dieu que c'est long. Et c'est ce que je reprochais déjà pour mes lectures précédentes de cet auteur. Donc, c'est le dernier Stephen King que je lis. Mon temps vaut bien mieux que ça et autant m'éviter des pannes de lecture quand je le peux.
quand je vous disais que j'étais en colère. Mais je crois que j'ai rien à dire de plus sur ce titre. Ma critique, même si je l'ai écrite d'une seule traite, eh bien je suis toujours 100% en accord avec. On est arrivé à la fin de cette vidéo et j'ai deux questions pour vous. La première, c'est tout simplement quelle a été votre pire lecture de 2024 ou quelles ont été les pires lectures de 2024, puisque vous voyez, moi pour le coup, j'en ai plusieurs. Et la deuxième question que j'ai à vous poser, c'est un petit peu plus particulier. Si vous avez lu un des titres que je viens de vous présenter et que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que forcément tous les goûts sont dans la nature et on n'est pas obligé d'apprécier les mêmes titres ou de détester les mêmes titres, et je suis toujours très curieuse de savoir pourquoi pour moi ça n'a pas marché mais pour d'autres personnes ça colle carrément. Et si vous ne souhaitez pas laisser un commentaire long, vous pouvez toujours me laisser l'emoji goutte de sang. Et avec tout ça, nous on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.